L'Iceberg Sound the Trumpet est vraiment content de pouvoir organiser ce webinaire avec les autres personnes qui se sont associées à elle pour faire cela. Et nous savons tous que la raison pour laquelle nous nous sommes réunis ce soir, c'est pour parler d'un thème qui nous concerne tous et qui est plus que d'actualité, à savoir le vécu psychologique de la pandémie du Covid-19 et ses répercussions sur le fonctionnement humain. Sans plus tarder, je vais passer la main à mon collaborateur pour qu'il présente pour la suite. Merci en tout cas à tout un chacun. Et bonne écoute. Voilà, Jonathan. Et merci beaucoup. Je voudrais à mon tour prendre la parole pour présenter celle qui sera chargée de coordonner nos échanges ce soir. Je veux nommer Geneviève Mouton-Akotia, qui est diplômée d'un DESS en psychologie du travail et qui a plusieurs cordes à son arc. Un DESS qui a été obtenu à l'Université de Lille 3 et elle exerce toujours une partie de son activité de coaching professionnel, de gestion de carrière pour un meilleur repositionnement professionnel dans l'un des plus grands centres de formation professionnelle d'adultes en France. Et je voudrais donc ne pas trop m'attarder et m'étaler, mais c'est une personne extrêmement compétente et nous avons beaucoup de plaisir et de joie à lui donner l'occasion de coordonner les échanges ce soir. Donc, je vais laisser la place sans plus tarder à Geneviève pour la suite de nos échanges. Merci. Merci, Jonathan. Merci à toutes et à tous de vous joindre à nous pour cette conférence ce soir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de modérer cette conférence et aussi de pouvoir écouter vos éminents invités autour de la problématique du vécu du Covid-19 et de ses répercussions sur le fonctionnement de l'être humain. La Covid-19, une crise, mais également une grande épreuve pour notre humanité, une situation inédite. Elle est venue nous bousculer dans nos habitudes et dans nos certitudes et a plongé le monde entier dans un état, un climat d'anxiété sans précédent. Et cette pandémie, c'est-à-dire la maladie en elle-même et le confinement qu'elle a engendré et toutes les autres mesures barrières qu'elle a entraînées, a provoqué chez l'être humain des peurs véritablement ancestrales, si on peut dire. Elle a engendré également des peurs du lendemain, un état de choc traumatique pour nombre des personnes qui ont été touchées de près ou de loin par cette maladie. Et elle a également entraîné la rupture des liens sociaux tels que nous les connaissons auparavant. Et enfin, nous pouvons dire aussi que les rituels de deuil ont été complètement déstructurés. Cette pandémie que nous traversons a fait plus d'1 million de morts dans le monde. Toutefois, son vécu et son impact n'est pas pareil en fonction d'où l'on se trouve sur la planète. Elle n'est pas vécue pareillement au nord du globe comme au sud du globe. Nous avons réuni aujourd'hui autour de cette table des invités qui sont spécialisés dans la santé mentale afin de nous aider à comprendre comment cette pandémie est vécue par les différentes couches de la société, notamment les populations du Nord, comme je venais de le dire, et les populations du Sud, plus particulièrement en Afrique. Comment elle impacte-t-elle les individus sur le plan psychologique et comment allons-nous mobiliser les ressources et trouver des ajustements à la suite de cette effraction dans notre psychisme et inventer ainsi les moyens de notre propre résilience.
Ce sont là les différentes questions que nous allons essayer de balayer ensemble avec nos invités que j'ai le plaisir d'accueillir au nom de l'ABSL Centre des trompettes Belgium. Et sans plus tarder, je vais les accueillir un à un. Mais toutefois, j'aimerais signaler à notre auditoire que nous avons reçu les questions qu'elles seront posées à la fin de la conférence. Si toutefois, tout au long de cette conférence, vous avez également des questions, n'hésitez pas à les poser non pas dans le chat, mais dans le lien qu'on vous a adressé lorsque vous avez eu les confirmations pour votre inscription. Donc, alors, je vais commencer par le docteur professeur Bouma Maïcha. Bonjour. Vous êtes Bonjour. professeur adjoint à la faculté des sciences humaines, consilique et spiritualité à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Vous êtes également psychothérapeute et vous assurez la fonction de co-directeur au Centre d'excellence pour la recherche et la psychothérapie et spiritualité. Vous coordonnez depuis 2016 le programme de counseling de couple et de famille à l'Université Saint-Paul toujours d'Ottawa et vous êtes professeur visiteur et superviseur clinique à la faculté des sciences humaines à l'Université évangélique en République démocratique du Congo. Vous êtes également chercheur et vous menez vos recherches sur les situations traumatiques et plus particulièrement la violence sexuelle en temps de guerre et les abus sexuels des enfants. Votre nouvel axe de recherche principal aujourd'hui concerne une approche thérapeutique axée sur la relation que vous avez nommée RSTA1. Vous avez également plusieurs publications dans des revues scientifiques de renom et quelques ouvrages à votre actif. Là, j'ai choisi juste d'en présenter deux de vos ouvrages. Celui que vous avez coécrit avec le professeur Demazu et Mallette, Les tabous sexuels transgressés, violents temps de guerre, paru aux éditions L'Harmattan. Et Souillure de viol, le dilemme d'être à la fois victime et accusé, paru aux éditions universitaires européennes que vous avez publié en 2017. Merci d'être avec nous ce soir, professeur Maïcha. Merci pour l'invitation. Docteur Philippe Amani-Buzan, je ne sais pas s'il est avec nous. Est-ce qu'il est avec nous, docteur Philippe Amani-Buzan? Non, il n'est pas encore avec nous. Il n'est pas encore arrivé. Voilà, donc, je vais toutefois le présenter. Docteur Philippe Amani-Buzan est depuis 2018 médecin psychiatre contractuel à l'hôpital général de référence de Banzi à Bukavu, au sud Kivu, en RDC. Et vous coordonnez le projet santé mentale de la Fondation Ponzi du professeur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix 2018. Professeur Amani-Buzan est également directeur de la clinique mobile de psychiatrie du centre hospitalier Saint-Mathieu, toujours à Bukavu en RDC. Et il assure le poste d'assistant en psychiatrie, psychologie médicale à l'USK, à l'UAC et à l'Université évangélique Afrique. Dr Amani-Buzan est également membre de la Société congolaise de santé mentale et de la médecine interne. À présent, je vais présenter Dr Mike Malumba Lukasa qui est avec nous. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes docteur en médecine depuis 2014 et vous avez mené vos recherches sur la pathologie mentale chez les sans-abri et sur la pénurie en médecine générale. Vous êtes installé depuis 2017 comme médecin généraliste en Binche dans la province du Hainaut belge, parce qu'on a le Hainaut français aussi. Vous travaillez principalement en consultation à domicile et en maison de repos. Vous manifestez beaucoup d'intérêt pour les problématiques qui touchent les addictions chez les patients. Je vous remercie de nous faire honneur de votre présence ce soir, docteur
Malumba Mulumba. Lukusa. Mulumba Lukusa. 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 Ok, Voilà. merci. Merci Et à vous. enfin, le professeur Juvenal Balegami Basilache. Est-ce qu'il est avec nous ce soir? Il est également à Bukavu. Il semblerait qu'ils aient quelques problèmes de connexion, donc on espère qu'ils vont pouvoir se joindre un peu plus tard. Très bien, merci. Voilà. Donc, le professeur Juvenal Balegami Basilache est psychologue clinicien, professeur à l'Université évangélique en Afrique et il coordonne le programme de master en psychologie clinique ainsi que la direction du centre de recherche de consultation psychologique. Il a formé des licenciés en psychologie clinique pendant 13 ans et a également coordonné le programme de master en thérapie familiale et communautaire à Maputo, au Mozambique. Il est rentré en RDC en 2013, son pays d'origine, et il assure depuis la supervision des psychologues et des assistants psychosociaux du projet survivant des violences sexuelles à l'hôpital de référence de Ponzi. Il est également chercheur et dans ses dernières recherches, les recherches actuelles, ces recherches actuelles posent sur la place de la culture dans les comportements psychologiques et psychopathologiques, les croyances, les pluralismes thérapeutiques ainsi que les effets de la guerre sur les jeunes en RDC. Il a également plusieurs publications à son actif. J'ai également choisi d'en présenter deux. Le premier concerne l'adolescence, les clés pour comprendre, paru aux éditions du Tricorne, qu'il a avec le docteur Marc. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est Famille, communication et dialogue, qu'il a publié avec l'Université de La Palmas de Grande Canaria en 2011. Nous allons pouvoir commencer maintenant notre conférence et nous allons nous attarder sur la première partie qui concerne le vécu de cette pandémie COVID-19. On attend par la pandémie COVID-19 la maladie en elle-même et toutes les mesures immémoriales qu'elle a entraînées, à savoir les barrières, les mesures barrières et le confinement qu'il a engendré. Je vais m'adresser d'abord au docteur Mike Malumba Lukusa. Vous êtes médecin généraliste, vous étiez au front pendant cette pandémie, on peut dire en première ligne, vous étiez au cœur même de la pandémie, vous et vos collègues. Ma question est, comment avez-vous vécu cette première vague? Et éventuellement, nous sommes encore en pleine pandémie puisque nous sommes dans la deuxième vague. Comment les populations que vous avez accompagnées, les victimes et leur entourage ont-elles vécu cette pandémie, cette maladie, et vous-même en tant que médecin? Je vous laisse la parole, Dr. Mike. Voilà. D'abord, avant tout, merci beaucoup à l'ASBL Centre de Trumpet pour cette opportunité. Merci pour cette conférence et merci à tous mes autres collègues qui sont avec moi ce soir pour discuter de ce sujet. Donc, nous, en Belgique, ça a été un des pays les plus touchés par la pandémie en Europe. Actuellement, on voit encore que les chiffres en Belgique ne sont pas très bons comparés aux autres pays. Et moi, je travaille dans une des régions de Belgique qui a été le plus touchée. Donc, on a eu les cas les plus importants et les cas les plus graves aussi. Et c'est chez nous que ça a commencé le plus. Donc, on va dire qu'on était vraiment au front avec tous les désavantages que ça peut comporter, dans le sens où, comme c'était quelque chose d'assez inédit, ça a beaucoup balbutié au niveau de la prise en charge. Il y a eu beaucoup d'essais et d'erreurs. Je vais juste citer un exemple pour faire une transition par rapport à la question que vous m'avez posée. Quand on s'est rendu compte que le nombre de cas a augmenté, le gouvernement a décrété donc un confinement. Et donc, nous, en tant que médecins généralistes, ce qu'on nous a demandé de faire, c'était de favoriser la consultation téléphonique
pour éviter justement qu'il y ait trop de gens dans les salles d'attente, éviter que le virus circule par ce biais-là. Et donc, on a décidé donc de ne plus voir les gens en consultation, de traiter par téléphone et de donner les avis pour les maisons de repos par téléphone aussi. Beaucoup de généralistes comme moi ont essayé de faire ça pendant 2-3 semaines et puis finalement, on a arrêté. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas possible de traiter les gens comme ça à distance sans les voir. Pour des raisons évidentes en termes de clinique. Par exemple, quelqu'un qui dit qu'il a mal au ventre, ça peut être quelque chose de tout à fait bénin, mais ça peut être aussi quelque chose de très grave. Donc, on a besoin du contact avec le patient pour le voir. Mais aussi parce qu'on s'est rendu compte que ça rassurait les gens de parler avec le médecin, de les voir, ça c'était de diminuer l'anxiété. Et donc, on a changé et chaque médecin en Belgique a un peu fait, on va dire, à sa manière. Donc, il y avait quand même, on va dire, un certain cafouillage dans la prise en charge. Par rapport à la question que vous m'avez posée, on a vu vraiment tous les types de réactions. Donc, ça a été vraiment dans les deux extrêmes. Il y avait vraiment les gens qui niaient complètement la situation, qui étaient dans un espèce de déni, qui trouvaient qu'on exagérait, etc. Finalement, qui n'ont pas ressenti du tout les répercussions psychologiques, on va dire. Et à l'autre extrême, il y avait les gens qui ont été très, très, très affectés par la situation. Donc, c'était principalement des gens qui avaient déjà, on va dire, une fragilité psychologique, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, des gens qui étaient déjà sous traitement, des gens qui avaient déjà un suivi qui était en cours, des gens qui étaient inquiets par rapport à une autre pathologie. Et du jour au lendemain, on leur a dit, voilà, il n'y a plus de rendez-vous, les rendez-vous à l'hôpital sont supprimés, il faudra attendre dans 6 mois, etc. Donc, ça a généré énormément d'anxiété. Et on l'a vu principalement dans les maisons de repos où les personnes âgées ne pouvaient plus voir leur famille, ne pouvaient plus voir leur médecin, où les infirmières étaient un peu livrées à elles-mêmes et donc elles ont aussi accusé le coup en termes de dépression, de burn-out, etc. Donc, les conséquences psychologiques, on les a vues au premier plan. Et pour être honnête, en tant que médecin généraliste, c'était presque ce qui nous inquiétait le plus que la pandémie Covid elle-même. Pourquoi? Parce que le virus, il était connu, enfin en tout cas avec les connaissances actuelles qu'on a, et donc on avait mis en place des choses à l'hôpital pour s'en occuper. Par contre, toutes les pathologies psychologiques associées passaient un peu sous le radar. On ne faisait pas trop attention. Et c'est nous-mêmes, en fait, en revoyant les patients, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment parfois des graves soucis psychologiques associés à cette pandémie. Et j'ai l'impression qu'on en mesure seulement les conséquences maintenant et qu'on risque de voir de nouvelles choses arriver, malheureusement, par la suite. Merci, Dr. Mike. Là, j'entends là que le vécu de la pandémie a été géré d'une façon particulière en Belgique et qu'au niveau des populations, on a en sorte deux catégories. Celles qui s'y étaient dans le déni, qui est un mécanisme de défense pour pouvoir faire face à toute cette anxiété, ce climat anxiogène, et ceux qui étaient très affectés parce qu'étaient déjà un peu fragilisés en amont de la maladie. Et au niveau du corps médical, beaucoup de burn-out, d'épuisement, et que là, vous dites, c'est comme si le pire reste à venir sur le plan psychologique. Oui, disons, dans les deux cas dont j'ai parlé, ça constitue vraiment les extrêmes, mais je pense que c'était un continuum sur une ligne où il y avait vraiment aussi d'autres patients qui se situaient plus ou moins entre les deux. Mais le burn-out médical, ça, c'est vraiment une réalité. Beaucoup de gens, par exemple, n'ont pas pu partir en vacances, ont dû faire des heures de travail supplémentaires, et ça continue toujours maintenant. Donc, c'est vrai qu'on est psychologiquement, en tout cas, dans une situation où les conséquences risquent de se montrer seulement après. Très bien. Je vous remercie, Dr. Mac. Je vais m'adresser maintenant à Dr. Bouma Maïcha. Vous êtes spécialisé en psychothérapie systémique et en relation d'aide. Et votre axe de recherche aujourd'hui, c'est la relation.
Et nous avons évoqué tout à l'heure la rupture des liens sociaux par rapport à cette pandémie avec les mesures barrières et le confinement, donc l'isolement, l'enfermement. Comment les communautés ou les cellules familiales, c'est votre spécialité, ont-elles vécu cette pandémie, les proches, l'entourage, et comment ça s'est passé à votre niveau? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, merci beaucoup encore une fois pour l'invitation, notamment Sound the Trumpet, puis merci aux collègues qui sont avec nous pour nous partager leur expérience. Et merci aussi pour les personnes qui nous écoutent, parce que je crois qu'à travers les questions qu'ils vont poser, on pourra avoir, en tout cas, leur expérience aussi de la situation. Alors oui, au niveau de la relation, j'en parlerai certainement, mais je vais essayer de commenter un peu par rapport à l'endroit où je me situe actuellement. Je suis à Ottawa, c'est au Canada, et nous sommes aussi touchés. J'ai entendu mon collègue parler de l'ampleur de cas en Belgique. Nous sommes aussi un des pays les plus touchés, et surtout nous sommes à la frontière du pays le plus touché au monde, qui est les États-Unis. Donc, c'est une réalité très difficile pour les Canadiens, toute la population ici aussi. Et je dois dire honnêtement que la pandémie, comme toute situation dramatique comme celle-ci, nous prend en surprise. Je dirais la communauté scientifique n'a pas encore les réponses, en tout cas, toutes les réponses aux questions qui peuvent se poser. Donc, nos spéculations, nos commentaires sont surtout basés à nos expériences, peut-être d'autres recherches que nous avons faites sur d'autres thèmes. Mais cela dit, il y a quand même des similarités que nous pouvons bien sûr soulever. Donc, moi, mes commentaires se basent sur des observations que je fais. Je suis en pratique privée ici. Je peux voir, en tout cas, peut-être une certaine montée au niveau des cas de consultation. Je dois dire que présentement, j'ai plus de cas en couple familial, en couple relationnel, c'est-à-dire en couple en thérapie conjugale aussi, que j'en avais avant la pandémie. Donc, au niveau de la relation, que ce soit au niveau de consultation en thérapie systémique, je vois qu'il y a eu une montée en termes de fréquence. Et c'est une réalité généralisée à travers le Canada. Je lisais tantôt, il y a presque une personne sur 3 au Canada qui est en détresse, notamment économique par exemple. Et si on peut parler de la détresse économique, beaucoup de foyers, beaucoup de familles se retrouvent en difficulté de rencontrer leurs besoins de base, que ce soit au niveau du housing, c'est-à-dire l'habitation, que ce soit au niveau d'autres besoins. Et ça remet en question la notion d'interdépendance qui est essentielle dans le concept de relation. Quand je réfléchis sur le COVID, personnellement, je fais ma recherche sur une question qui crée ce qu'on appelle la contagion, qui crée ce qu'on appelle la souillure. Et lorsque on est dans un état de souillure, et là j'amène peut-être un concept anthropologique, mais on l'utilise aussi en psychologie bien sûr, on sait qu'il y a des difficultés au niveau d'établir des contacts. Et ça, c'est la réalité du COVID. COVID impose aux gens en relation, aux personnes en relation, une certaine impossibilité, une certaine limite à vivre, en tout cas leur intimité, notamment au niveau de rapprochement physique, vivre leur relation pleinement, à dépendre les uns des autres. Donc, la personne devient un élément de risque pour soi, parce que d'abord, encore une fois, elle porte une certaine souillure, une certaine contagion. Cette personne aussi devient un élément de risque pour son entourage. Et là, lorsqu'on parle de cet élément de risque
être en contact avec mon ami, être en contact avec mon voisin, être en contact avec mon collègue, avec, en tout cas, mon frère devient un élément de risque, nous voyons effectivement qu'il y a un grand coup qui est porté sur la capacité à vivre sa relation pleinement. Donc, je peux établir, en tout cas, cette similarité entre ce que nous observons, notamment dans la documentation, même dans l'expérience de personnes confrontées, comme dans le cas en RDC par exemple, confrontées à la souillure de viol, à ce que nous vivons ici avec le COVID. Il y a une certaine souillure. En tout cas, on peut utiliser un autre mot, peut-être médical, contagion, tout ça, mais il y a une certaine souillure qui pèse sur la personne infectée, et cette personne a la capacité d'infecter d'autres personnes, c'est-à-dire la distanciation, elle est obligatoire. Donc ça crée beaucoup de stress. D'abord, ça coupe la personne de sa ressource, ou en tout cas de son réseau de soutien, donc son système de soutien social, son système de soutien familial, qui, si on ne vit pas dans la même maison, on est limité dans le genre de soutien qu'on peut s'apporter. Et lorsqu'on est affecté à ce niveau, ça veut dire que, bon, on ne peut pas compter sur d'autres personnes. Ça veut dire aussi que l'impact de la condition qu'on est en train de vivre, le risque est plus élevé. Parce qu'encore une fois, le soutien, on ne l'a pas comme on voudrait. Donc, au niveau relationnel, je sais que je pourrais commenter davantage avec tout au long de la soirée, mais ce que je peux évoquer sur au premier plan ici, c'est vraiment la notion de contagion, la notion de souillure qui oblige cette séparation, ce bris de lien, ce bris de proximité, et ça touche alors au système de soutien et ça fragilise, je dirais, simplifie la souffrance de la personne. Merci, Dr. Maïcha. On entend là l'importance du soutien dans l'accompagnement lorsqu'on est en souffrance. Et là, vous êtes en train d'évoquer là que la maladie en elle-même, que vous utilisez le terme souillure, fait que la personne est en retrait de ce lien et ce qui impacte ou amplifie quelque part la souffrance déjà qui est directement liée à la contagion. Donc, merci pour vos apports. Je ne sais pas si les autres panélistes sont là. Pour Dr Amani Buzan, est-ce qu'il est avec nous? Pour lui essayer de voir avec lui par rapport à… Bukavu a un problème de connexion. Très bien. Donc, on va poursuivre avec nos deux invités du nord du globe. Ah oui. Et donc, je vais m'adresser maintenant à Dr Mike. Vous avez déjà évoqué ce que vous avez pu repérer au niveau des populations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, par exemple, par rapport à l'impact de cette pandémie sur le personnel soignant dans un premier temps? Là, on sait, vous l'avez déjà évoqué, déjà le burn-out sur le personnel soignant, mais comment vous voyez la suite par rapport à vos collègues? L'impact, comment vous voyez? Est-ce qu'il y a un réseau qui s'est installé autour pour vous accompagner? Comment ça se passe au niveau du personnel soignant? D'accord. Juste, si vous permettez, juste avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir sur ce que le professeur Maïcha disait. Très bien. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment vu ici en Belgique aussi. Et j'ai l'impression que ça s'est même étendu aux personnes qui étaient simplement potentiellement atteintes. Donc, sans avoir un diagnostic confirmé, les personnes qui étaient potentiellement atteintes étaient vues comme à risque, particulièrement les personnes âgées. Et donc, elles étaient isolées chez elles. Et on avait un peu ce contexte de souillure, comme il a très bien expliqué. Donc, c'est quelque chose qui fait vraiment écho à notre expérience ici en Belgique.
Donc, pour répondre à votre question, au niveau du personnel soignant en Belgique, une des grandes difficultés, je trouve, enfin personnellement en première ligne, mais je sais que c'est partagé aussi par les autres acteurs qu'on a vécu, en Belgique particulièrement, c'était on va dire, l'incohérence ou en tout cas le flou au niveau des mesures gouvernementales. Ça a beaucoup changé d'une semaine à l'autre. La communication a été très, très hasardeuse auprès des patients. Et donc, les patients venaient auprès des soignants avec des questions auxquelles on n'avait pas toujours de réponse. Donc, l'exemple le plus simple, c'est qu'au tout début de la pandémie, au tout début de la première vague, il y avait un peu un message qui circulait au niveau des experts que les masques n'étaient pas si utiles que ça. Donc, ça a tourné un peu dans la population. Et puis, tout d'un coup, après, on a imposé le masque à tout le monde. Et donc, ça a créé un peu un climat de méfiance, on va dire, de la population par rapport à ce que les experts disaient. Et donc, les gens n'allaient pas interroger les experts, mais ils allaient nous interroger, nous. Et donc, ils venaient en disant, mais finalement, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que les médecins racontent? Pourquoi tantôt on dit que c'est bien, tantôt on dit que c'est pas bien? Et donc, il y avait au niveau de la population médicale, on était obligé de jouer un peu la défense du gouvernement, alors que nous-mêmes, on n'était pas vraiment pris au sérieux par rapport à notre ressenti du terrain. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup reproché au gouvernement belge, c'est que dans le groupe d'experts, il n'y avait personne du terrain, finalement. C'était beaucoup des scientifiques, mais qui n'ont pas vu la maladie vraiment en face, des généralistes, des urgentistes, des intensivistes, etc. Donc, il y a eu quand même, je pense, un sentiment d'abandon de la population médicale où on s'est un peu senti abandonné par le gouvernement qui ne nous écoutait pas. Et la population qui ne nous comprenait pas non plus toujours, ou alors qui venait avec des questions auxquelles on n'avait pas toujours des réponses. Donc, il y a eu un sentiment de frustration qui est né. La bonne nouvelle, on va dire, c'est que le secteur s'est organisé lui-même par certaines initiatives. Donc, il y a différents groupes qui se sont créés, des groupes d'échange, où en fait, les médecins partageaient un peu leur expérience, leurs questions par rapport aux cas cliniques un peu suspects qu'ils rencontraient. Mais ça a aussi servi d'exutoire psychologique, si je peux appeler ça comme ça, où en fait, chaque médecin exprimait un peu les difficultés qu'il avait par rapport à la gestion des cas, par rapport à la fatigue personnelle qu'on pouvait ressentir aussi, par rapport au caractère inédit de la pandémie. Donc là, actuellement, je suis dans différents groupes WhatsApp ou Facebook. On utilise un peu les nouvelles technologies, mais qui regroupent des médecins qui sont regroupés par entité géographique, mais aussi par spécialité, où en fait on peut s'appeler, on peut discuter pour essayer un peu de se soulager. Maintenant, une des raisons pour laquelle moi j'ai voulu continuer à consulter malgré tout, c'était aussi justement pour garder un contact avec les infirmières. Infirmiers, c'est un secteur qui a été, je trouve, pas mal oublié. Et j'ai reçu énormément d'infirmières en consultation, mais qui étaient au bout du rouleau et qui avaient l'impression de ne pas être comprises, de ne pas être écoutées, que leur souffrance psychologique était un peu minimisée. Il y a des maisons de repos où on a obligé des gens malades à aller travailler parce qu'ils étaient en sous-effectif. Et donc, c'était déjà difficile physiquement, mais c'était difficile psychologiquement aussi. Donc, il y a des maisons de repos où j'ai été, où je devais juste passer pour voir des patients. Finalement, je suis resté une demi-heure dans le verre. Elles étaient en train de pleurer tellement elles n'en pouvaient plus. Donc, je pense qu'il y a tout ce vécu-là aussi qui a été un peu sous-estimé. Pour l'instant, c'est surtout à base d'initiatives personnelles du secteur lui-même qu'on arrive à tenir. Mais ça reste un équilibre fragile, on va dire, en fonction de comment la situation sanitaire va évoluer ici en Belgique. Merci, Dr. Mike. Là, on entend, je résume, il y a deux mots, deux thèmes que je résume dans ce que vous venez de dire. C'est des initiatives entre vous, collègues, pour en quelque sorte pallier à cette défaillance au niveau organisationnel étatique
et qui vous a permis un peu de réguler aussi entre vous ce stress lié finalement à l'inconnu et aux ressources pour faire face à cette organisation qui est complètement déstructurée. Et aussi, l'autre thème, c'est les infirmières qui ont été comme oubliées aussi parce qu'ils se sentaient incomprises et qui étaient aussi complètement au front parce que c'est physique quand même ce qu'ils faisaient dans les maisons de retraite, etc. et qui se sentaient pas soutenus aussi par leur hiérarchique et vous avez craint pour elles, pour des états qui vont peut-être perdurer dans le temps au niveau psychologique. Donc, l'équilibre est fragile, comme vous le dites, et on espère que les choses vont aller dans le bon sens avec l'air des autres collègues ensemble. Donc là, je vais juste m'adresser maintenant à Dr Maïcha, qui est lui plutôt axé relations, toujours. Et donc, j'ai une question. J'ai vu un sondage c'est la semaine dernière Adaxa Danzou de Consulting pour France Info et Figaro, qui est publié le 19 novembre, qui révèle que 57% des jeunes des 15-30 ans ont vécu ce confinement et celui-là comme étant très difficile. Parce que l'université était fermée. Ah, petit problème de connexion. Plus de soirs, plus de personnes âgées, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec cette notion de souillure, qui se sentent isolés s'ils sont contaminés ou parce qu'ils n'ont plus de visite pour les préserver. Et aussi les enfants, j'ai entendu aussi les enfants qui sont confrontés au masque, ils n'arrivent plus à lire l'expression du visage, des émotions des adultes. Et comment comment tous ces mécanismes, toutes ces mesures peuvent impacter finalement le fonctionnement de l'être humain au niveau psychologique. Et à vous entendre parler, docteur Akotia, j'entends que il n'y a personne qui est épargné de Covid. Il n'y a pas une couche de la population qui a une facilité. Vous avez commencé par les jeunes, vous êtes allé au niveau de personnes âgées, troisième âge, si on peut le dire comme ça, et même des enfants. Donc, on est tous affectés dans notre fonctionnement. Évidemment, vous avez commencé avec les jeunes. Bon, à la jeunesse, on expérimente beaucoup la vie sociale. C'est là que beaucoup commencent la vie relationnelle. On veut entrer en relation, soit conjugale, romantique. Et on veut aussi compter beaucoup plus sur ses amis. On entre dans les activités sportives. On est à la recherche d'emploi. C'est une vie très sociale. En tout cas, au niveau de la jeunesse, on en dépend beaucoup. Et là, du coup, il y a tellement de limites à cette vie-là. Évidemment, les gens s'adaptent, mais je dirais que c'est plus difficile pendant en tout cas la pandémie de se mettre en relation, de chercher quelqu'un, de se faire assez de confiance et aller trouver quelqu'un pour être en relation, pour débuter une relation. C'est très difficile. C'est plus difficile en tout cas qu'en temps d'absence, de pandémie, si je peux le dire comme ça. Au niveau des emplois, il y a tellement de choses qui ont changé, où la majorité des choses se fait maintenant en ligne. Et donc, beaucoup de compagnies n'offrent pas nécessairement dans le sens de lancer de nouveaux emplois. Ils gèrent ce qui est là à gérer. Beaucoup gèrent les pertes. Donc, des occasions, évidemment, il y a certaines occasions d'emploi qui se créent avec la pandémie, notamment dans le domaine des services essentiels au niveau de services de santé. Mais les chances d'obtenir un emploi actuellement sont aussi limitées. Donc, pour la population de la jeunesse, on voit quand même une certaine
rupture à ce qui est connu comme étant un mouvement normal de l'enfance vers la vie adulte dans cette jeunesse-là, où ce qu'on devrait faire est presque en pause. Donc, ça limite au niveau du fonctionnement relationnel, comme je commençais avec, en tout cas, la mise en relation. Même ceux qui sont en relation, au niveau du fonctionnement de couple, par exemple, du fonctionnement de la famille, souvent, on passait beaucoup de temps dans le milieu social, que ce soit à l'emploi, que ce soit à l'école, peut-être dans nos activités de voyage, tout ça. Et maintenant, on passe beaucoup plus de temps ensemble. Et ça, on se découvre beaucoup plus. Et des fois, on se découvre du bon et du mauvais côté. Ça crée une certaine perturbation au niveau de la connaissance mutuelle qu'on a l'un de l'autre. Ça crée une certaine dynamique, ça change les interactions qu'on doit avoir. Si, à l'époque, lorsque ça ne va pas bien, on pouvait quand même prendre peut-être la clé de voiture, on va rejoindre un club de sport quelque part et on passe le temps, on va se revoir le soir, peut-être la rage est passée et on peut se réconcilier plus facilement. Là, on doit régler le tout là, devant l'un et l'autre. Et donc, on est appelé à changer nos façons de faire face aux tensions à l'intérieur de relations. Et là, je reviens au fait que nos ressources deviennent de plus en plus limitées en temps de COVID. Ces ressources sociales, ces ressources en termes de divertissement qu'on avait, on n'y a plus accès. Évidemment, on peut se dire qu'on a adapté le service, on peut toujours faire la thérapie de couple, la thérapie familiale, même au téléphone, à travers vidéoconférence, mais on sait que ce qu'on faisait soi-même pour prendre soin, pour gérer, en tout cas, nos émotions, le truc qu'on a appris pour réguler nos émotions, ne sont pas nécessairement assez pertinents pour le moment. Donc, au niveau du fonctionnement, il y a une adaptation qui s'impose. Pour les personnes âgées, vous l'avez souligné, vous l'avez mentionné, d'un côté, on veut en tout cas les protéger, donc ne pas ne pas socialiser avec eux, ne pas les exposer à notre... peut-être qu'on est contaminé sans le savoir, ou peut-être on le sait aussi. Ça fait que, les visites sont limitées, comme vous l'avez dit, et vous pouvez le confirmer avec moi. Lorsqu'on devient une personne de troisième âge, peut-être il y a un autre terme mieux indiqué pour le dire, il y a la dépendance qui accroît aussi. C'est comme si on redevenait enfant. On dépend d'autres personnes. On dépend de membres de nos familles, on dépend du personnel soignant. Et lorsque cela nous est coupé, ce soutien-là nous est coupé, on sait que on ne peut plus compter sur la personne sur laquelle on comptait dans le passé, et notre capacité est limitée. Ça crée encore une situation où cette couche de la population souffre davantage. Je ne sais pas de ce côté-là, mais ici au Canada, on a connu un taux de mortalité très, très élevé dans cette population. Évidemment, le niveau de contamination, leur système immunitaire n'est pas aussi fort que celui de la jeunesse, mais, et ça, on va le documenter plus tard, je sais que lorsqu'on parle aux personnes qui travaillent dans les maisons de personnes âgées, ils vont dire que nombreuses de ces personnes sont mortes par manque d'assistance, parce que l'assistance leur est coupée, et ça fait que, ils vont être comptés parmi les personnes mortes de COVID, et pourtant, c'est le manque d'assistance, cet isolement imposé qui a en tout cas précipité leur mort. Donc, l'impact, il est fort au niveau du fonctionnement relationnel, et c'est vraiment dans toutes ces couches de la population, personne n'est épargné. Très bien, merci, docteur Maïcha. Là, vous avez évoqué les jeunes, une difficulté finalement à évoluer vers cette vie d'adulte et qui est compliquée aujourd'hui. Au niveau du couple, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. On a vu aussi
les violences conjugales qui ont monté d'un cran dans la population. Et au niveau des personnes âgées, vous l'avez évoqué, un manque d'assistance où finalement on peut dire où les proches n'ont même pas assisté ou accompagné les derniers instants de ces personnes-là. Et on a vu aussi que la particularité de cette maladie, c'est que finalement, tous les rituels de deuil sont complètement déstructurés. Quelles peuvent être les répercussions des deuils larvés, si on peut utiliser ce terme-là, sur les proches qui n'ont pas pu accompagner ou qui n'ont pas reçu du coup du soutien aussi de l'entourage pour accompagner le défunt à sa dernière demeure ou même soutenir ceux qui sont restés? Il y a deux mots en tout cas qui me viennent à l'esprit pour répondre à cette question. D'un côté, il y a une répression de la souffrance, presque obligée. On n'est pas permis d'aller pleurer ensemble, on n'est pas permis Problème de connexion. en tout cas de ce qui se passe actuellement, psychologiquement. Mais il y a aussi le mot culpabilité, qui est inévitable. D'un côté, lorsqu'on n'a pas assisté à un être cher comme celui, un parent, en tout cas, à qui on doit peut-être sa vie, à qui on doit son succès, et ne pas être en mesure d'être là au moment où ce parent a le plus besoin de nous, au moment où ce parent est le plus vulnérable pendant la maladie. On sait que, bon, lorsque on est malade, notre système d'attachement est beaucoup plus activé. On a besoin de cette assistance-là. On a besoin de la présence rassurante de nos êtres chers. Et cette présence, en tout cas rassurante, évidemment, il faut le dire que ça n'a pas été complètement enlevé parce que nous avons eu accès aux outils, notamment la technologie, pour essayer d'être là. Mais écoutez, il y a l'aspect physique, l'aspect touché, qui peut être très rassurant et guérisseur, qui a manqué. Et lorsqu'on n'a pas été capable d'offrir ça à son être cher, son conjoint, son parent, en tout cas, ou son ami, son meilleur ami, ça crée une certaine culpabilité dans la personne. Évidemment, on peut facilement dire, mais ce n'est pas de ta faute, mais on sait, pour avoir travaillé dans le domaine de trauma, que même une victime peut se culpabiliser de ce qui lui est arrivé. Et donc, ce sont là, en tout cas, les deux mots, il y a plusieurs qu'on peut nommer. Évidemment, lorsqu'on a survécu à la situation, il pourrait y avoir une crise de confiance qui va s'installer. Peut-être que quelqu'un, la personne qui a été malade, peut commencer à blâmer les autres de n'avoir pas fait assez, de ne s'être pas dépassé pour lui apporter l'assistance dont il avait besoin. Donc, quelque part, nos liens relationnels sont fragilisés, que ce soit de la façon dont on vit l'incapacité à offrir cette assistance, que ce soit la façon dont on vit, en tout cas, l'incapacité à accéder à cette assistance. Il y a il y a un certain dysfonctionnement, une certaine souffrance psychologique qu'on ne peut pas dénier, qui est présente, culpabilité, blâme, répression, et on va par la suite peut-être faire le bilan après, on va comprendre l'impact après des études qui seront faites peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, que ce soit au niveau du trauma individuel que les gens auront expérimenté, au trauma collectif aussi. On peut se préparer quand même, on peut se dire que on est outillé, ce n'est pas la première pandémie à travers laquelle l'humanité passe, l'humanité s'adapte, on peut espérer qu'on pourra s'adapter aussi, mais on sait qu'il y a du travail à faire. Merci, Dr. Maïcha, pour votre intervention concernant cette partie qui touche véritablement l'être dans son cœur, qui est la perte d'un être cher. Donc, je retiens 2 mots dans votre intervention, c'est répression de la souffrance et la culpabilité
de ne pas être là pour assister ces personnes qui ont été très importantes dans nos vies, qui peut-être nous ont portés. Merci, Dr. Maïcha. Je ne sais pas si Dr. Mike, vous souhaitez rajouter quelque chose ou compléter ce que Dr. Maïcha vient de nous donner comme information ou... Oui, disons que j'appuie vraiment les propos du professeur Maïcha ici. J'ai eu personnellement le cas d'une famille que je suis, où le patient en question était une personne âgée vers les 90 ans, qui avait dû être hospitalisée pour un problème de santé. Suite à ce problème de santé, l'hôpital avait recommandé qu'il aille en maison de repos pour la réhabilitation, parce qu'il était seul avec son épouse âgée à la maison, et donc il pensait que c'était une bonne idée qu'il aille en maison de repos pour qu'il ait un suivi plus rapproché, avec une équipe de soignants autour. Ce qui s'est passé, c'est que quand il est entré en maison de repos, 2 jours après, on a annoncé le confinement strict en Belgique, où les visites en maison de repos ont été interdites. Et ce patient a commencé à se dégrader en maison de repos. Et donc, sa santé n'allait pas bien. Et au niveau respiratoire, ça a commencé à décliner très rapidement. Donc, quand j'allais le voir, je trouvais à chaque fois des infirmières qui étaient complètement débordées, qui devaient courir à gauche, à droite, et donc qui n'ont peut-être pas su s'occuper de lui comme il le fallait. Finalement, ça s'est mal terminé, le patient est décédé. Et il est décédé dans un contexte où les familles n'ont pas eu de réponse sur qu'est-ce qui s'est passé finalement, comment il s'est dégradé, pourquoi quand il est sorti de l'hôpital, il allait relativement bien, et là il s'est dégradé à la maison de repos. Et donc j'ai vraiment vécu la colère de la famille vis-à-vis de l'équipe soignante, mais la culpabilité aussi, en se disant c'est de notre faute, on n'aurait pas dû le faire voir à l'hôpital, on n'aurait pas dû l'emmener dans une maison de repos. Et donc, une personne de 90 ans, son épouse est restée en vie, elle culpabilisait d'être toujours là. C'était compliqué aussi pour le deuil, parce que les règles étaient beaucoup plus strictes à l'époque. Je crois que c'était même 5 personnes seulement qui pouvaient aller voir. Donc, tous les enfants n'ont pas pu participer non plus à l'enterrement. Et donc, ça s'est passé au mois de mars-avril. Là, quand je vais voir cette patiente chez elle à domicile, elle me parle toujours de cette histoire. Donc, il y a toujours une blessure qui est ouverte là et qui n'est pas refermée. Et pour elle, c'est toujours de sa faute. Donc, si son mari est parti, même si j'ai beau lui expliquer qu'il était déjà en très mauvais état niveau santé, elle, dans sa tête, c'est de sa faute si son mari est décédé. Et donc, on a vraiment du mal à trouver les mots pour les raisonner, pour les consoler, pour gérer un peu la colère de la famille. C'est quelque chose qu'on comprend humainement. On comprend aussi la situation de la maison de repos où les gens étaient débordés. Donc, moi, je suis incapable de leur jeter la pierre. Et donc, on est un peu au carrefour de tout ça. On doit un peu gérer ces différentes émotions. Puis, il y a aussi son ressenti personnel en tant que soignant, où on se dit finalement, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour que la situation n'en arrive pas là. On a aussi parfois un sentiment d'impuissance, tout simplement, en se disant que, en fait, on n'aurait rien pu faire. La chose s'est passée comme ça devant nous, mais on était complètement impuissant face à ça. Donc, c'est ce que le professeur Maïcha a décrit, c'est vraiment ce que nous, on a vécu. Et c'est encore ce qu'on vit encore. On essaie de l'atténuer en tirant les leçons de ce qui s'est passé. Mais il y a encore des situations un peu similaires qui nous alertent et qui nous remettent en question par rapport à l'organisation du système de soins de manière générale. Merci, Dr. Mac. Là, outre les problématiques que vous avez évoquées tout à l'heure par rapport à la souffrance des soignants ou difficultés que vous rencontrez, là, vous venez de rajouter quelque part, c'est comme si même les personnels soignants aussi sont impactés au niveau traumatique par rapport à cette pandémie, où vous évoquez la culpabilité aussi et comment vivre aussi la colère que les proches ont en direction,
à votre rencontre. Donc, c'est quand même quelque chose de très lourd là que vous évoquez par rapport même à la prise en charge de vous-même en tant que corps médical, de pouvoir faire face psychologiquement à cette problématique en concernant et les personnes touchées directement et vous prendre vous aussi en charge. Docteur Maïcha, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à la souffrance des personnels soignants eu égard à ce que vient de nous donner comme élément Docteur Mike. Évidemment, c'est que Docteur Mike vient de mentionner, ça ajoute énormément. Je me réjouis du fait que la réalité, elle est interdisciplinaire. Ce qui est observé par les médecins, nous l'observons aussi. Au niveau de la culpabilité que ressentent les médecins, les infirmiers, les infirmières, moi, je vois là effectivement une certaine culpabilité on peut même amener plus loin, une certaine culpabilité, je dirais, collective, une impuissance collective. Et on voit ça, il y a, comme ici en Amérique du Nord, à un certain moment, les règlements étaient très stricts. À un certain moment, il y a eu comme un relâchement parce qu'on vivait une certaine insatisfaction, un certain sentiment de il n'y a rien qui fonctionne. On a essayé ça, on a essayé cela, ça ne fonctionne pas. Et donc, cette impuissance, je crois que Dr. Mike y a aussi fait référence, cette impuissance face à la pandémie, ne pas être capable de sauver l'autre, ça se vit de façon collective. Donc, je peux quand même dire que dans ma profession, moi, je ne suis pas aussi exposé à la réalité au premier plan comme Dr. Mike, notamment accompagner les personnes tristement mourantes. Les personnes que je vais rencontrer, c'est surtout les personnes qui ont vécu l'expérience et peuvent en parler au passé ou qui peuvent en parler au futur dans le sens qu'ils en ont peur. Mais je peux m'imaginer au niveau de ce sentiment d'impuissance qui va aussi engendrer une certaine culpabilité chez le personnel soignant. Et c'est une réalité à laquelle je peux m'associer comme professionnel, mais surtout je peux dire que bon, ça fait écho. Au nord comme au sud, j'imagine. Comme pourrait aussi nous le confirmer le personnel là-bas. Je ne sais pas s'ils ont connu ça, mais c'est universel. Merci, docteur Maïcha, professeur Maïcha, pour cet éclairage et ces compléments par rapport aux éléments du docteur Mike. Je ne sais pas si nous avons nos invités de l'Afrique en ligne. Malheureusement, nous ne les avons pas. Et donc, nous allons poursuivre et arriver à on va dire, la dernière phase de cette conférence qui va tourner autour de quelle approche de solution. Donc, j'ai trouvé un proverbe qui va introduire cette partie. Il dit, Proverbe 12, verset 25, qui dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Donc, nous allons terminer ainsi la dernière partie en allant vers des possibilités, des approches de solutions, comment pouvons-nous mobiliser des ressources pour pouvoir aller vers cette résilience ou pouvoir continuer malgré que le climat n'est pas propice. Donc, je vais m'adresser à Dr. Mike, plutôt sur le plan, on va dire, physiologique au niveau de notre santé physique. Donc, nous savons que le stress et l'anxiété perturbent notre système endocrinien et fragilisent ainsi nos défenses immunitaires. Nous sommes toujours dans la crise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant que médecin
quels conseils vous pouvez nous prodiguer en tant que médecin pour nous aider à retrouver notre immunité ou pour renforcer notre immunité dans cet état actuel des choses, pour que les choses ne s'empirent pas au niveau organique déjà? Oui, alors je vais être très très prudent dans ce que je vais dire parce que la pandémie en fait nous a montré qu'on ne connaissait finalement pas si bien que ça cette maladie. On découvre encore beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de théories sur comment finalement ça fonctionne exactement. Au début, on était persuadé que c'était une infection 100% respiratoire. Maintenant, on commence à voir aussi qu'il y a peut-être un élément vasculaire associé. Comment ça fonctionne en termes d'immunité, etc. C'est encore des questions qui sont en cours d'études et d'analyse par les experts. Par contre, ce qu'on peut déjà dire, c'est que il y a certains gestes simples et certaines habitudes simples qu'on a perdues avec le rythme de vie et qu'on peut retrouver simplement ici dans le contexte de cette épidémie. Donc, j'ai parlé avec beaucoup de patients qui me disaient en fait qu'ils se rendaient compte, entre guillemets, grâce au confinement, si on peut dire que c'était les points positifs du confinement, qu'ils étaient toujours en train de courir, toujours stressés, toujours actifs, et que finalement, quand ils s'asseyaient un peu, ils se rendaient compte qu'ils couraient après beaucoup de choses qui finalement n'en valaient pas toujours la peine. Et donc, je pense que ça peut aider en fait à rééquilibrer un peu son style de vie, utiliser un peu cette situation pour se rendre compte qu'il y a des choses simples qu'on peut faire mais qui sont bonnes pour la santé, pour l'immunité, contre le stress, etc. Comme simplement prendre du temps pour se balader simplement de temps en temps, marcher une demi-heure dans la rue, regarder un peu moins les écrans et passer un peu plus de temps à discuter avec les gens qui sont autour de soi à la maison, faire moins d'excès alimentaires, essayer de manger plus équilibré. Ce sont finalement des choses qui sont pas si compliquées que ça, mais qu'on a un peu perdu avec le rythme de vie dans lequel on est dans le monde occidental. Donc, je pense que c'est simplement essayer de revenir dans la mesure du possible à des choses beaucoup plus simples qui sont en fait très bonnes pour la santé. En tant que médecin généraliste, on est très drillé sur tout ce qui est prévention. Donc, on insiste beaucoup sur le fait de prévenir les maladies avant qu'elles arrivent. Et on se rend compte en fait que la prévention passe souvent par des gestes simples. Et on peut utiliser en fait cette situation un peu dramatique et catastrophique à l'échelle planétaire pour justement revenir à ces choses qui sont finalement pas compliquées et qu'on pourrait utiliser justement pour que la santé aille beaucoup mieux. Au niveau psychologique, on se rend compte finalement que les relations humaines ne sont pas si faciles que ça. Donc, pour faire écho encore à ce que le professeur Maïcha disait tout à l'heure, j'ai un couple âgé où la femme est venue en consultation pour me dire, écoutez, docteur, je suis vraiment content que mon mari a travaillé toute sa vie parce que vivre avec un homme comme ça, j'aurais jamais su. S'il était resté à la maison toute sa vie, j'aurais jamais su passer ma vie avec un homme comme ça. Et donc, on se rend compte que finalement, les relations humaines sont finalement assez compliquées, même dans un couple, même dans une famille. Mais je pense que ça peut nous aider et nous interroger sur le fait qu'on doit justement passer du temps dans ces relations-là et investir beaucoup plus de temps peut-être dans les relations humaines plutôt que dans des choses qui rapportent de l'argent mais qui finalement ne font pas grandir ces relations humaines ou des projets qui sont peut-être bons en soi mais qui peuvent être néfastes pour les relations humaines. Donc, je pense que c'est peut-être, il n'y a pas, à mon avis, de formule miracle. Je pense que c'est simplement revenir à des choses essentielles, à des choses de base. Et c'est grâce à ça, je pense que ça pourra avoir un effet positif sur la santé physique et mentale. Merci, Dr. Mac. Je retiens là deux choses. C'est ralentir, prendre ce temps pour juste ralentir, se poser et revenir à l'essentiel. À l'essentiel du non-faire qui peut être aussi vraiment bénéfique pour notre santé. Merci, Dr. Mike. Et je me tourne vers Dr. Maïcha.
Alors, docteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ou nous donner comme recommandation pour faire face à l'incertitude? On sait combien l'incertitude est source de forte angoisse pour l'être humain. Et là, nous vivons vraiment une période d'incertitude et on ne sait pas où on va au niveau des thérapeutiques pour ce virus. On n'a pas de traitement validé. Et au niveau économique, c'est compliqué. Comment faire face à cette incertitude pour retrouver notre équilibre individuel et collectif? Si vous voulez bien, professeur Maïcha, il y a juste pour information, je ne sais pas si vous avez vu, mais le docteur Philippe Amani a pu se connecter depuis Bukavu. Très bien, merci. Voilà. Merci. Alors, je dois souligner encore une fois l'interdisciplinarité ici parce que Dr. Mike a mentionné quelque chose d'essentiel. Hein. Et là, le mot qui me vient en tête, moi, c'est comment faire de cette pandémie une opportunité de croissance. Une opportunité de croissance relationnelle parce que, écoutez, avec la pandémie, nous avons été obligés de réaffirmer, de redonner de l'importance aux choses que nous avons prises pour acquis, pourtant essentielles. Nos besoins, en tout cas primaires, peut-être, besoin de se sentir en sécurité dans une relation, dans nos besoins relationnels, nos besoins de manger. Lorsqu'on n'est plus capable de se payer à manger, lorsqu'on n'est plus capable de se payer un loyer, ça nous ramène encore une fois à dire, bon, peut-être je peux prendre une pause pendant ce temps ici, réfléchir sur là où je mets mon énergie chaque jour et peut-être mettre mon énergie à certains endroits que j'ai cru, en tout cas, comme n'étant pas importants et sortir de là avec de meilleures relations, parce que c'est possible. Évidemment, être ensemble dans ce temps ici, avoir des conflits alors qu'on a peu d'accès aux ressources peut être problématique, mais en même temps, ça peut nous révéler de l'importance que nous devons accorder à cette relation. Donc, une opportunité, et pour que ce soit une opportunité, il faut qu'on y accorde un sens qui soit fonctionnel. Parce que si, avec la pandémie, on va toujours voir la catastrophe qui est là, on va toujours voir le pire. Ce n'est pas un déni de la réalité elle est difficile, mais en même temps, nous pouvons nous permettre de diversifier les perspectives que nous allons, en tout cas, accorder, le sens que nous allons accorder à la pandémie et de dire, bon, pendant ce temps, ça peut être un temps peut-être de commencer un projet que j'avais mis à l'écart pendant longtemps. Je peux peut-être commencer à écrire sur un manuscrit que je préparais. Je peux peut-être, comme je suis à la maison, je peux jouer un peu plus avec mes enfants. Si j'étais, en tout cas, un parent absent, parce que ça peut exister aussi lorsque la vie va très bien, on devient un parent absent, ça peut être une occasion pour moi que je vais saisir d'être un parent présent et qui répond aux besoins relationnels de ses enfants. Donc, pour le faire, bien sûr, il faut être capable d'accéder à ces ressources qui nous restent. Alors, on ne peut pas dire que, bon, tout est parti avec la pandémie. Il y a toujours certaines ressources auxquelles nous avons accès, des ressources intérieures, par exemple. Nous avons des valeurs, nous avons des croyances, nous avons une façon de survivre, de nous dire que ça va bien aller. Chacun a sa façon de le faire. Il y en a, vous venez de mentionner un verset biblique, il y en a qui sont des croyants et qui peuvent, en tout cas, se ressourcer davantage dans leur foi pour s'assurer que, bon, il y a une solution que moi, je ne peux pas expliquer, mais qui est là et qui va me permettre de passer à travers cette pandémie. Donc, accéder à ces ressources qui sont disponibles et aussi s'informer, bien sûr, parce qu'on peut penser que, bon, tout s'est arrêté, mais non, il y a certaines choses que l'on découvre avec la pandémie, comme disait Dr. Mike. Au début, on pouvait peut-être penser qu'on n'a plus accès à son médecin, mais on pouvait avoir accès à son médecin
par téléphone. Aujourd'hui, on peut avoir accès à un thérapeute par vidéoconférence, par vidéothérapie, par téléphone. Ces ressources, elles sont là. C'est de savoir les identifier et les utiliser. Donc, il y a une adaptation que nous devons faire dans la reconnaissance de la lourdeur, de la souffrance que nous vivons, mais aussi dans la reconnaissance de l'antidote qui serait les ressources auxquelles nous avons accès, qui peuvent être des ressources intérieures, mais aussi des ressources extérieures qui se sont créées suite à la pandémie. On ne devrait pas abandonner. Il y a toujours une opportunité à sortir d'une tragédie, d'une situation traumatique plus fort que l'on était au début. Ça s'appelle effectivement croissance post-traumatique. Pour réaliser cela, il faut vraiment savoir accéder aux ressources, comme je viens de le dire, intérieures comme extérieures, mais surtout accorder un sens à ce que l'on est en train de vivre, un sens qui n'est pas délétère, mais plutôt un sens qui inspire espoir. Merci, Dr. Maïcha. Donc, vous rejoignez ce que Dr. Mike vient de nous dire, qui est d'aller à l'essentiel que vous avez appelé accéder aux ressources qui sont encore disponibles, les ressources intérieures que vous avez citées, la croyance, la spiritualité, investir dans la relation, et les ressources extérieures qui peuvent être de demander juste de l'aide aussi aux professionnels de la santé et utiliser aussi ce temps pour croître sur les projets qu'on a abandonnés depuis longtemps. Donc, ça fait beaucoup de stratégies, beaucoup de ressources qu'on peut activer pour faire face à cette incertitude et vivre l'instant présent en attendant que on trouve des remèdes à cette maladie qui nous frappe tous. Merci, Dr. Machar. Merci, Dr. Mike. Donc, nous allons nous adresser à Dr. Amadi Buzan. Bonjour. Dr. Philippe Amadi. Bonjour, merci de nous joindre pour cette conférence. Nous avons bien avancé, mais nous allons vous laisser le temps de nous présenter votre vécu de cette pandémie, le vécu de la pandémie 2019 au niveau de la région Bukavu et les impacts psychologiques que vous avez relevés dans ces populations et éventuellement les ressources que ces populations mobilisent pour faire face à cette pandémie, sachant que on peut dire que c'est des populations qui ont déjà l'habitude de la détresse psychologique, toutes sortes de détresse, d'autres épidémies comme le choléra, l'Ebola ou la rougeole, où c'est des zones de guerre. On suppose que ces populations ont déjà une capacité d'adaptation, de résilience pour faire face à ces aléas. Comment ces populations ont vécu ce nouveau virus qui est arrivé dans leur paysage et quelles sont les répercussions que vous avez pu relever en tant que psychologue? Merci, docteur Philippe Amadi Buzan. À vous. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Et par rapport à ce que vous avez appelé résilience, moi je me demande, est-ce que ce n'est pas une dissociation collective que la population est en train de vivre pendant ces moments si difficiles? Et je commence par présenter mes excuses pour ce retard. On a eu des soucis par rapport à la connexion. Vous connaissez l'Afrique. La connexion n'est pas toujours stable. À un certain moment, ça coupe. À un certain moment, ça revient. Ce n'est pas de notre volonté. Nous arrivons un peu en retard. Nous allons essayer un peu de capitaliser le peu de temps que nous venons d'obtenir. Nous, la pandémie a commencé ici chez nous, a touché notre ville après que la ville de Kinshasa soit touchée. Et lorsque la maladie est arrivée, il y a eu d'abord un problème par rapport à la conception, par rapport à la croyance à la maladie.
Et nous, Africains, nous avons toujours l'habitude de croire que la maladie est attachée à quelque chose. Il y a toujours une force surnaturelle qui peut être à l'origine ou bien une transgression. Voilà, quand la maladie, ici chez nous, on disait c'est une sanction divine. Les gens ont dépassé les limites dans la violation des normes qui les relient avec Dieu. Et voilà, Dieu a sanctionné le monde à travers cette maladie. Et deuxièmement, quand la maladie est arrivée dans la province, la première des choses, les gens considéraient cette maladie comme étant une maladie des personnes plus importantes, les gens qui ont l'habitude de voyager avec des avions. Ce n'est pas une maladie des pauvres, les gens qui n'ont pas de moyens. Ça, c'était le grand problème que les gens avaient. La deuxième chose, les gens croyaient à l'inexistence de la maladie, car ils pensaient que non, c'était un arrangement des politiciens, les gens qui voulaient sacrifier les autres, et voilà, ils ont créé une maladie. Et les autres qui disaient non, il n'y a pas une maladie, et qu'ils appelaient. Et tout cela avait impacté vraiment négativement le vécu de la population, parce que les gens vraiment ne croyaient pas beaucoup à cette maladie à cause de déjà les idées, des fausses idées qui étaient créées autour de la maladie. Et à la différence des autres continents, c'est vrai, l'Afrique n'a pas connu beaucoup de décès comme l'Amérique et l'Asie. Nous avons remarqué qu'en Afrique, d'ailleurs, et notre région, vous savez que c'est une région qui a connu de multiples mutations sociopolitiques et économiques. Et depuis Mobutu, avec sa dictature, il y avait des problèmes. Depuis 1994, avec et nous sommes dans la population de jour en jour traumatisée. Lorsque la maladie arrive, on dirait notre population est déjà habituée à une souffrance tellement qu'il n'a pas trouvé l'importance de se protéger. Parce qu'on a eu du mal d'abord à proposer un confinement total comme ça se faisait ailleurs, parce que nous avons une population qui vit au taux du jour. On doit se débrouiller du jour en jour pour manger, pour vivre. Et là, les gens ont trouvé que la faim était plus dangereuse que la maladie à COVID-19. On a eu du mal à confiner. Et là, le professeur Dr Mukwege avait proposé une stratégie de confinement qui était partielle. Et là où l'on devait confiner les personnes de troisième âge et les personnes fragiles, les diabétiques et autres personnes ayant la maladie, les maladies chroniques, et le respect des mesures strictes à ceux-là qui étaient en bonne santé et ceux-là qui n'étaient pas à cet âge de vieillesse. Mais la méthode qu'il avait proposée, quelques semaines, ça marchait et après quelques temps, la population avait lâché. Et on s'est posé la question, pourquoi la population a lâché? On ne comprenait pas. Les uns pensaient à une dissociation collective que la population manifestait, et une population vraiment victime, une population en souffrance, une population qui n'a pas une prise en charge collective. Et cela a vraiment accéléré dès le début les taux de malades dans les hôpitaux. On a vu vraiment les nombres augmenter, le malade qui commençait à venir de jour en jour, le personnel soignant sous stress, qui n'arrivait pas à se battre comme il fallait. On dirait qu'ils étaient désarmés parce qu'au début, la province n'avait pas ni de scanner, il n'y avait pas ni de médicaments. Il fallait prélever, envoyer à Kinshasa, attendre 2 semaines pour avoir les résultats. Et pendant que les résultats vont sortir, la personne est déjà morte. Donc, la classe, donc l'équipe technique qui était à la première ligne, c'est l'équipe qui était vraiment stressée et la prise en charge était un peu perturbée au début. Mais après, les choses étaient maîtrisées. Alors, en ce qui concerne le malade que nous étions en train de recevoir, donc nous les avons catégorisés en 2 groupes. Il y a les malades
les malades qui arrivaient avec le virus, dont le test, l'examen clinique révélait les signes et les tests COVID, PCR, étaient positifs. Ces malades avaient leur manière de vivre la maladie parce qu'il y avait d'abord un refus, le malade qui n'acceptait pas la maladie. Et là, ça causait vraiment un problème lorsque vous prouvez au malade que tout a confirmé qu'il est malade, il a COVID. Lui, il s'oppose, il refuse qu'il n'a pas la maladie. Ça, c'était le premier problème et l'obstacle qui était là. Et cela était lié à un problème. Nos équipes qui étaient à la première ligne de prise en charge n'étaient pas vraiment préparées ou tuées en ce qui concernait l'annonce de la maladie. Au début, là, l'annonce se faisait d'une manière brutale. Et quand on annonçait brutalement, notre population considérait la maladie à COVID-19 comme étant à la mort. Quand on vous dit vous avez une maladie, ça veut dire que vous allez mourir. Et voilà ce qui était vraiment à la base de cette résistance et refus de diagnostic. Mais avec le temps, on avait trouvé que c'était nécessaire d'associer le psychologue à la chaîne de prise en charge pour parvenir à convaincre les gens. En même temps, pendant qu'on a cette résistance à l'acceptation de la maladie, au niveau communautaire, il y a des fausses rumeurs qui avaient apparu et ces fausses rumeurs avaient vraiment impacté négativement la prise en charge. Les gens ne fréquentaient plus les hôpitaux, les personnels soignants étaient vraiment rejetés par la communauté, on les considérait comme des vecteurs du virus. Et même si vous avez appris pour l'hôpital de Panzi et l'hôpital provincial, les gens disaient que non, il ne faut plus aller là parce qu'il y a vraiment un appareil qu'on utilise pour tuer les gens. Et quand vous arrivez, Covid ou pas Covid, on vous met sous l'appareil et vous décédez directement. Et là, toute la population ne venait plus à l'hôpital. Voilà un peu ce que les rumeurs avaient causé. Mais à part cette catégorie qui étaient en souffrance, ceux-là qui acceptaient l'hospitalisation, nous n'avons pas trouvé vraiment des complications sévères au niveau de l'hospitalisation. Seulement que dans l'hospitalisation, il y avait vraiment une peur intense de la mort. On dirait que les gens n'avaient pas peur de la maladie, mais les gens avaient peur plus de l'unité COVID où ils étaient hospitalisés. Parce que là, on assistait à plusieurs réactions et d'autres qui présentaient des tableaux similaires à une dépression anxieuse, si je peux le dire. Très agités, peureux, en colère. Des fois, ils arrachaient même l'oxygène, ils arrachent même des cathéters. Ils avaient tendance à quitter le pavillon et fuir. Et ça nous a montré que les gens avaient plus peur de cet endroit. Et cet endroit que nous avons dit, c'est qu'au lieu d'avoir peur de la maladie, les gens avaient plus peur de l'unité. Et ça, c'est ce que nous avons observé en clinique pendant que les gens étaient hospitalisés. Et toujours cette catégorie, ceux-là qui avaient la chance de sortir de l'hôpital, parce qu'au moins sur le 180 malades que nous avons suivis à Panzi, il n'y a eu que 43 décès. Ceux-là qui sortaient de l'hôpital, parce que la prise en charge était vraiment centrée sur l'aspect somatique. Et le professeur Bouma connaît notre milieu. Et le P des psychologues qu'il a formés, ce sont les P des psychologues que nous avons pu utiliser et combattus dans la prise en charge. Et quand les malades quittaient l'hôpital, en allant à la maison, c'est là maintenant que les problèmes psychologiques s'est révélé. On dirait qu'en hôpital, c'était occulte. Et le fait que l'accueil n'était pas vraiment bon à la maison, le malade arrivait à la maison où tout le monde avait peur d'approcher le malade en croyant que la maladie était toujours là. Comme le professeur Bouma avait parlé du problème de contact avec la notion de suie, on dirait que cela a vraiment réveillé la souffrance qui était vraiment occulte pendant l'hospitalisation. Et cela a fait en sorte que les malades qui sortaient de l'hôpital revenaient encore à l'hôpital pour solliciter les soins psychologiques. Et là, nous avons placé les psychologues sur la ligne de front et ils ont quand même aidé cette population avec la prise en charge de psychologie. La deuxième catégorie sont les malades que nous appelons les personnes contacts.
Là, nous avons ceux-là qui ont été en contact avec les personnes positives, mais ils n'avaient pas ni les signes et les tests PCR étaient négatifs. Nous avons aussi l'autre catégorie, ce sont les personnes qui n'étaient pas ni en contact avec la maladie et n'avaient pas aussi des signes. Mais ce que nous avons remarqué, ceux-là qui étaient en contre les malades étaient plus stressés et arrivaient. Et quand ils viennent chercher les tests, lorsque les tests sortaient négatifs, c'était un soulagement pour eux. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie de ces personnes qui n'étaient pas en contact, mais en écoutant plus la radio, la télévision, en voyant comment les gens étaient en train de décéder en Italie, en Chine, aux États-Unis. Et cela avait créé vraiment un sérieux problème, on dirait un bouleversement psychologique, à tel point qu'ils ont même commencé à présenter les mêmes symptômes que les personnes qui étaient positives présentaient. Et nous avons retrouvé certains malades, tout simplement parce qu'ils ont entendu que quelqu'un qui a Covid toussait, il avait des difficultés respiratoires. Et nous avons reçu beaucoup de malades dans cet état de dyspnée, difficultés respiratoires, avec des problèmes de toux, mais dont la paraclinique n'avait rien révélé. Et quand vous passez un peu à revue, vous trouvez que vraiment c'est tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a vu à la télé, qui a fait en sorte qu'il a converti cette souffrance psychologique en souffrance, en symptômes organiques. Et cette catégorie-là a été prise en charge par notre équipe de psychologues. Mais la chose qui m'a étonné, c'est de voir que depuis que nous avons commencé à hospitaliser, aucun malade mental, malade qui était déjà suivi en psychiatrie, je dirais, avec des psychotropes, aucun malade n'a été hospitalisé pour COVID. Donc, tous les malades qu'on a reçus sont des malades qui n'ont pas d'antécédents personnels psychiatriques, mais la pandémie a activé les manifestations psychiatriques chez les malades qui avaient des antécédents familiaux. On a vu des gens présenter des bouffées délirantes, des accès maniformes, tout simplement parce qu'ils ont eu à présenter la maladie à COVID. Et chez ces malades, nous avons retrouvé qu'il y avait des antécédents familiaux psychiatriques. Donc là, ce sont d'abord ces trois catégories. Autre catégorie de gens que nous avons reçus, ce sont les personnes qui ont perdu les leurs pendant la pandémie. Vous trouvez quelqu'un, il était bien en bonne santé, et du coup, une soirée, il commence à mal respirer, on l'amène à l'hôpital. Pendant qu'il parle, il part. Et cela a laissé vraiment des cicatrices irréparables que nous avons nous-mêmes objectivées chez certaines personnes, des difficultés de faire le deuil, même l'enterrement digne et sécurisé qui ne respecte pas les principes culturels de l'Afrique. Ça a créé vraiment aussi énormément de problèmes que jusqu'à aujourd'hui, il y a ceux-là que nous sommes encore en train de suivre parce qu'ils ne sont pas à mesure de faire le deuil de leurs frères, de leurs êtres chers qu'ils ont eu à perdre pendant que la pandémie faisait vraiment rage dans la vie. Ça aussi, c'est une autre catégorie de personnes contacts que nous avons remarqué un problème pendant la pandémie. Et la dernière catégorie, ce sont les personnes soignantes. Les personnes soignantes, les médecins, les infirmiers, les psychologues. Ils sont à la première ligne. Ils se sacrifient. On dirait que ce sont des gens qui acceptent de mourir pour sauver les autres. Alors, ce qu'eux reçoivent des retours, c'est le rejet. Les rejets par leur père au niveau de l'hôpital. Vous allez voir les infectiologues, pour le moment, ils sont vraiment en problème relationnel avec les autres. Les médecins généralistes qui sont aux urgences à l'hôpital de Panzi, ils sont vraiment en sérieux problème relationnel parce que les gens, ils sont à tout moment, c'est eux qui reçoivent ces malades, c'est eux qui s'occupent de leurs soins quand ils sont hospitalisés. Et là, ils sont vraiment rejetés et ce qui crée même une frustration de leur côté. Et le matin, je parlais avec notre infectiologue de l'hôpital. Je lui demandais comment tu vis la situation. Depuis que tu prends, tu es le numéro 1 sur la ligne de prise en charge. C'est comme un militaire qui est le premier sur la ligne de front.
Et comment vous vivez cela? Et elle qui me disait que voilà, avec mes enfants à la maison, et les enfants, il n'y a pas de problème, ils ne comprennent rien. Mais mon mari qui est toujours sous stress, croyant que je vais lui amener la maladie. Et ici, à l'hôpital, c'est à peine que mes amis viennent me voir au bureau. Même dans le couloir, les gens ont tendance à prendre la distance avec moi. Et voilà un peu, et cela me met mal à l'aise. Moi aussi, je ne me sens pas dans ma peau. À un certain moment, je me demande pourquoi j'ai choisi l'infectiologie, mais je suis obligé de sauver la vie. Voilà un peu en bref ce que le vécu de nos malades que nous sommes en train d'accompagner sur le plan psychologique en cette période de pandémie à COVID-19 à l'hôpital de Panzi. Merci beaucoup, Dr. Philippe, pour cet éclairage. Vous avez brossé un peu la situation que vous avez vécue dans la région de Bukavu, le déni au début de la population, la dissociation collective et finalement ceux qui sont atteints de la maladie et qui retournent chez eux, qui reviennent parce que rejetés et par les siens parce qu'ils sont considérés comme des personnes contagieuses et donc on retrouve cette notion de souillure du docteur Maïcha. Et au niveau de la population, une population qui somatise et une population qui était déjà, on va dire, à risque mais latent au niveau psychiatrique, qui est réveillée par rapport à ce climat anxiogène qui s'est développé autour de la maladie. Et enfin, vous, les personnels soignants, qui vivez le rejet et finalement l'isolement par rapport à vos proches et aux autres collègues de l'hôpital. Merci pour votre intervention. Nous sommes arrivés presque à la fin, malheureusement, mais nous allons quand même demander à nos auditeurs ou à l'auditoire de nous accorder encore 5 petites minutes pour quand même poser les questions qui nous sont adressées. Et ces questions, je vais en poser 2 peut-être et pour clôturer cette conférence aujourd'hui. Nous avons reçu énormément de questions, mais je vais en poser que 2. La première dit, les personnes en souffrance morale et psychique sont les plus touchées encore par cette crise. Que peut-on faire pour les aider à ne pas empirer leur détresse psychologique à l'heure où les sorties, les relations, les sorties culturelles et tout ce qu'ils peuvent faire pour changer les idées sont quasiment inexistantes. Donc, je vous laisse la parole. Docteur Maïcha, qu'est-ce que vous pouvez répondre à l'auditeur qui a posé cette question? Alors, c'est une question qui fait résumé du défi que nous avons actuellement parce que la personne qui la pose, en tout cas, souligne les limites que nous avons actuellement. Je vois dans ça une certaine fragilité d'abord, une certaine prédisposition à l'amplification de la souffrance parce que les personnes ont des conditions, en tout cas, déjà de fragilité au niveau de leur santé mentale. C'est tout d'abord de les identifier et de s'identifier comme cela, les identifier dans le sens de dire, bon, moi, j'ai plus de défis que peut-être quelqu'un qui n'a pas les mêmes défis. Donc, se reconnaître avec ce défi-là. Et peut-être s'assurer que les amis autour de la personne reconnaissent aussi. Et deux fois, au niveau de la santé mentale, ça peut être difficile d'apporter ce soutien préventif parce que certaines personnes n'en parlent pas. Souvent, c'est un sujet tabou dans beaucoup de cultures. Et la personne, étant donné qu'on ne voit pas la condition de façon physiologique plutôt, va se cacher, ne va pas en parler. Alors, si la personne peut se permettre de s'identifier et de dire que moi, je vis ce défi, ça va, je crois, activer toute ressource qui pourrait être disponible pour lui venir en aide. Donc,
par opposé à cacher ça, à vivre ça dans la solitude, moi, j'encouragerais en tout cas les personnes d'être plus ouvertes avec leurs conditions et de s'assurer que, bon, plutôt d'avoir confiance que, bon, en parlant de leurs conditions, ils sont en train de s'aider, de mobiliser le système qui peut les aider et non le contraire. Donc, en parler, puis comme je disais tantôt, lors de la présentation, savoir qu'il nous reste quand même quelque chose. Avant la pandémie, comment est-ce que la personne prenait soin d'elle-même? Parce que des fois, on peut penser que, bon, avec la pandémie, on est devant un mur. Mais alors, il y avait des ressources auxquelles cette personne avait accès avant la pandémie. Il y avait une façon. Peut-être certaines de ces ressources, comme la question vient de le souligner, les ressources sociales ne sont plus là, comme c'était pendant la pandémie, mais ces ressources n'ont pas disparu parce qu'on les a innovées. Il faut aussi, en tout cas, prendre conscience de cela. Aujourd'hui, je peux me dire que je parle, et si je peux donner mon exemple moi-même, je parle plus à mes parents qui vivent encore en Afrique que je le faisais avant la pandémie. Parce que maintenant que l'accès, l'utilisation de la technologie est devenue, en tout cas, très courant dans ma vie, et je me dis, chaque jour, j'utilise le téléphone, donc chaque jour, je revois mes contacts et je parle à mes gens, à ma famille, beaucoup plus que je le faisais avant. Donc, c'est de savoir utiliser les ressources telles qu'elles sont aujourd'hui. Ne pas se dire que je vais attendre lorsque les fêtes vont recommencer. Moi, je vis dans une communauté ici très dynamique. Nous faisons beaucoup de fêtes ici à Ottawa, la communauté congolaise notamment. C'est notre façon de vivre notre vie sociale, c'est notre façon de prendre soin de notre stress, mais qui n'est plus là. Est-ce que nous devons attendre jusqu'à ce que, bon, on rouvre ou on enlève les mesures d'urgence pour revivre, pour prendre soin de nous, pour gérer nos stress? Non, c'est de voir comment est-ce qu'on s'est adapté. Cette même communauté fait des rencontres Zoom. Il y a des gens qui n'avaient jamais utilisé Zoom avant, mais qui l'utilisent maintenant. Moi, je ne l'avais jamais utilisé dans l'enseignement, je l'utilise maintenant. Je ne l'avais jamais utilisé dans la thérapie, je l'utilise maintenant. Donc, oui, prendre conscience de sa condition et savoir mobiliser les ressources telles qu'elles sont maintenant. Le pire de faire, c'est de dire non, comme les ressources ne sont plus là, je vais sombrer dans la souffrance. Ça, on ne fait pas. Encore une fois, c'est de saisir cette opportunité de dire, bon, comment je peux vivre ma vie autrement? Comment je peux vivre avec ma condition autrement? Si je n'ai pas accès peut-être à l'église où j'allais chanter et peut-être pleurer devant le Seigneur, comment je le fais? Il y a peut-être de lignes de prière auxquelles je peux me joindre et, encore une fois, revivre la même expérience. Voilà. Et ça, ce n'est pas pour dire que la situation est facile. Non. Mais c'est plutôt dire on va s'adapter. Il y a des limites face aux ressources actuelles, mais je crois que le plus on le découvre, le plus on les aime. Moi, si je prends encore un exemple d'enseignement, il y a un cours que je n'avais jamais imaginé enseigner en ligne parce que je le voyais toujours ou simplement possible en présentiel. Et je peux vous dire que je n'ai pas hâte de retourner en présentiel avec ce cours-là, parce qu'avec Zoom, j'ai découvert quelque chose de magique. Donc voilà, c'est apprendre à aimer ce que nous avons actuellement aussi. Merci, Dr. Maïcha. Merci. Nous allons malheureusement clôturer cette conférence. Nous excusons auprès de notre auditoire par rapport au débordement. Si les questions peuvent toujours arriver, on va adresser les questions à nos invités qui vont répondre aux questions par mail. Veuillez nous excuser. Merci à toutes et à tous. Merci à nos invités, Dr. Maïcha, Dr. Mike et Dr. Philippe, de votre présence pour cette discussion riche qui concerne cette problématique qui nous touche tous. Merci à tout le monde et d'ici là, je vous dis, prenez soin de vous. Merci et je redonne la parole
à son de trompette pour clôturer cette conférence. Oui, Merci à vous. En effet, on va juste encore vraiment apprécier. Et un seul mot, c'est vraiment merci. Merci de tout cœur. Vous avez donné de votre temps, de votre énergie, malgré les challenges de connexion. En tout cas, en ce qui concerne le docteur Philippe Amani depuis Bukavu, de l'hôpital Panzi. Et j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à mettre cette réunion en place. Bien sûr, il y a donc la Fondation Panzi avec le docteur Philippe a contribué, le docteur Maïcha, le docteur Mike, mon collaborateur, M. Napon, et notre modératrice du jour, Madame Geneviève. Il nous manque un intervenant qui était le professeur Juvenal Balegamir, mais on espère que prochainement, il pourra être parmi nous. C'est faute de connexion, tout simplement. Il était prêt et voilà, mais ce sont des choses qui arrivent. Je voudrais également remercier toutes les personnes qui ont été présentes et également remercier tous ceux qui nous accompagnent en tant qu'ASBL. Nous avons donc le comité de soutien officiel du Dr Mukwege. Nous avons donc, on a fait ça avec la Fondation Panzi. Nous avons également l'entreprise Debut. Merci à tous et franchement, passez une excellente soirée. Et on vous dit à bientôt. Et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. D'accord.